Ce qui était nouveau avec Beethoven, c'est que pour la première fois de l'histoire, un compositeur osait dire « je ». Une page nouvelle était en train de s'écrire. Avec lui, la vie et l'œuvre ne pouvaient plus être séparées. Sa musique était en lui, mais lui était entièrement dans sa musique, avec ses joies et ses peines, ses moments d'abandon, de colère ou de victoire sur lui-même. Désormais, celui qui l'écoutait pouvait ressentir ses états d'âme, ses émotions les plus intimes, ainsi que les messages qu'il voulait faire passer aux êtres de tout pays. Sa musique se détachait de tout ce qui l'avait précédé par cette puissance du moi intérieur. De plus, il multipliait les innovations. Sur le plan de la forme, par exemple, il tenait à remplacer l'ancien menuet qui constituait en général le troisième mouvement des symphonies classiques par un scherzo beaucoup plus dynamique et inventif. Quant à l'écriture, il y apportait une touche personnelle par de violentes oppositions entre les thèmes ou des recherches instrumentales hardies. Jamais les cuivres ou les percussions n'avaient atteint une telle indépendance dans l'orchestre. Quand arriva l'année 1814, Beethoven était au sommet de la popularité dans son pays d'adoption. La coalition menée par l'Angleterre et les puissances d'Europe centrale venait d'abattre Napoléon Ier. Le congrès de Vienne ne marche pas, il danse, disait-on. La capitale autrichienne vivait la victoire de façon euphorique, et Beethoven, connu pour ses positions hostiles à l'empereur des Français, devenait du même coup une sorte de figure nationale de la résistance contre l'ennemi. Dès qu'il paraissait quelque part, dans un parc ou lors d'une cérémonie, les étudiants lui faisaient fête et lançaient leurs chapeaux sur son passage.